Mais ça aussi, c'est un peu difficile la balkanisation parce que les Congolais même ne sont pas d'accord. Les 400 tribus là, les 450 tribus ne sont pas d'accord de la balkanisation parce que pourquoi les Congolais ne sont pas d'accord? Parce que les pays qui ont eu des divisions en Afrique, si tu regardes par exemple le Soudan, on pensait qu'on allait avoir la paix au Soudan, mais ça s'entretient, même jusqu'à aujourd'hui ça s'entretient. Et le problème du Soudan aussi, c'est comme le problème du Congo. Partout là où il y a le bien, il y a le pétrole, l'or, c'est là où tu vas trouver toujours en Afrique qu'il y a la guerre. C'est le problème économique qui pose souvent le problème. Donc si je comprends bien... Comme il vient de décrire que l'armée est faible, et c'est vrai, c'est faible. Qui a affaibli l'armée? C'est les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. Parce que d'abord, notre armée, nous avons une armée extraordinaire, qui a été bien formée, bien cotée, dans de grandes écoles militaires. Ça je suis très, très informé à ce point-là. Ouais. Malheureusement, quand les discours ont commencé à sortir que l'armée est infiltrée, l'armée c'est un corps. Quand tu commences à le dire, entre vous, il y a des infiltrés, directement, ils vont commencer à s'inquiéter. C'est la deuxième fissure là que j'avais dit, l'unité. Si, deuxième fissure de la maison, si l'unité est cassée entre la population, c'est finito. Aujourd'hui, est-ce que les hommes politiques africains utilisent le tribalisme comme arme pour diviser et mieux régner, ou c'est juste par hasard au niveau des citoyens que le tribalisme s'installe? Est-ce que c'est institutionnel? C'est institutionnalisé souvent par les dirigeants qui sont là. Parce que quand il y a des dirigeants... Je vais donner un exemple. On est ici au Canada. Chez nous, la faiblesse que nous avons, nous utilisons... je peux dire ainsi. Quand quelqu'un manque les arguments, manque les projets de société. Les projets de société, ce n'est pas seulement les pays, même les territoires. Pour l'association. Oui, il y en a, ça se cache. Bon, ça se dit pas souvent, ouvertement, mais il y a le projet là de balkanisation. Mais la majorité des Congolais vraiment n'est pas d'accord avec ce projet-là. Relax. Bonjour à tous, bienvenue sur Regard sur le monde sur Baraza Média TV. Nous allons faire le tour de la situation géopolitique et sportive en Afrique. Nous accueillons sur ce studio M. Chemou, homme politique chevronné, secrétaire exécutif du PPRD au Canada, avec qui nous allons faire une analyse de la situation géopolitique en Afrique. Nous accueillons également M. Thomas, président directeur général de Baraza Média TV, qui va nous apporter un peu d'éclairage sur la situation politique en Afrique. Alors, Monsieur Chemou, bienvenue. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Merci pour cette pensée que vous avez envisagé de nous inviter pour venir s'exprimer quelques mots que nous avons, nous comme politiciens, comme parti politique et aussi comme Africains, Congolais, compte tenu des événements qui se passent sur notre continent. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Nous rappelons que nous invitons monsieur Chemou sur ce plateau comme homme politique, secrétaire exécutif du PPRD au Canada. Également, nous accueillons sur ce plateau monsieur Thomas. Bienvenue, Thomas. Merci beaucoup, Guy. Nous rappelons également que Thomas, il est président directeur général de Baraza Média TV. D'accord, merci. Alors, sans plus tarder, monsieur Chemou, je vais commencer par vous. Vous qui êtes un homme politique chevronné, je veux juste une petite question. Oui. Que se passe-t-il au Congo? Bon, au Congo, avant d'entamer cet élément, d'abord, je voulais d'abord dire merci au secrétaire SP, Chadari, et aussi au président Minakou, et à notre chef, le JKK, qui est président du parti, avant que je puisse toucher notre maison Congo. D'abord, je voulais aussi remercier nos camarades que nous fonctionnons ensemble au niveau du Canada, comme mes camarades Tabizé, camarades Félix, beaucoup de camarades que nous sommes dans l'exécutif, qui sont en direct, qui sont restés résistants, constants dans cette période très difficile.
d'humiliation de notre parti, mais ils ont resté constants avec tous nos camarades au niveau du Canada et toutes nos fédérations partout au monde. Nous disons d'abord courage, ça fait mal, mais courage. Et nous allons en sortir dans cette ridicule qui est en train de se plonger sur notre pays. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en RDC? En RDC, c'est comme une famille, c'est comme une maison, comme j'avais dit, une maison qui a plusieurs cassirs. Et plusieurs cassirs, et celui qui a comme leader de la maison, il a plusieurs cailloux dans son soulier. Le leader de la maison, comme le père de la maison, père de la famille, dans son soulier, il y a plusieurs cailloux. Et les maisons elles-mêmes, il a plusieurs fissures. Et maintenant, j'ai vu qu'il y a 3 grandes fissures qui a causé cette plusieurs cassures. Il y a 3 cassures qui a fait que les autres cassures puissent apparaître. Première cassure, j'ai trouvé, c'est la fondation. Qui est sur la fondation du Congo. Deuxième cassure, c'est le mur, qui est sur le mur. Et troisième cassure, c'est le toiture. Et quand les toitures commencent à saigner, ça fait un problème aux résidents de la maison. J'avais essayé d'expliquer la première cassure. Le premier cassure, qui est la fondation, c'est les tribus qui ont constitué le pays qu'on appelle Congo. Et ces tribus-là, c'est eux qui ont fait le Congo, c'est ça la fondation. Depuis dans les 1885, c'est les tribus qui ont constitué le pays Congo. C'est ce qu'on dit, c'est ça les bases, c'est ça la fondation. Et maintenant, le mur, et les fondations là, commencent maintenant à s'écrouler à travers le tribalisme. Et c'est ce qui est tellement très très grave. La guerre, c'est rien. La guerre peut se terminer. Mais le tribalisme, on peut faire des concessions, on peut aller dans des négociations, on va faire tout. Mais si on n'a pas déraciné le problème du tribalisme qui est déjà prôné sur nos populations. Et ce tribalisme-là, c'est un tribalisme qui était instauré par les chefs de la maison, qu'on peut dire. Je peux le dire même, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de la maison qui a instruit à travers sa gouvernance, il a instruit le tribalisme et maintenant, ça enrôle la guerre. En se disant, toi tu n'es pas de chez nous, toi tu n'es pas de chez nous, toi tu es tel, tu es tel. Ça, c'est le premier fissure qui a causé d'autres fissures qu'on va toucher peut-être si vous avez le temps. Peut-être vous allez, si vous me donnez l'opportunité, je peux les toucher là-dessus, qui amène aujourd'hui beaucoup de guerres, beaucoup de petits conflits. Et troisième cassure, maintenant le deuxième cassure, c'est le cassure des murs. Le mur, je conçois comme c'est quelque chose qui a fait pour que nous puissions être ensemble. L'unité. L'unité commence à se déchirer. Et je peux dire que les gens commencent à se douter. Quand l'unité n'est plus là, entre les gens, ces cassures-là, ça c'est le deuxième cassure de mur. Mur est en train de se... parce qu'il n'y a plus d'unité. Les gens ils se regardent en chien et chat, en disant, ils se doutent. Quelqu'un doute de l'autre, il ne sait pas si c'est lui c'est M23 ou bien l'autre c'est du gouvernement, l'autre c'est tel. Il n'y a plus de confiance. Donc cette cassure-là, ça donne déjà beaucoup de cassures. Ils ont produit d'autres cassures. Et le troisième cassure que je vais terminer avec, que je vois, les toitures. Les toitures, c'est la constitution du pays. Quand la constitution du pays est piétinée, quand le texte est piétiné, que les gens ne veulent plus respecter les textes comme toiture qui nous couvre, nous tous, nous sommes dans le jungle. C'est comme nous sommes dans un jungle, quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment où le président lui-même, le chef lui-même de la maison, il a déclaré un jour en 2019, il a dit ceci. Et ça restait, pour moi, ça a développé beaucoup de choses. Il a dit ceci. Moi, je ne vais pas gouverner avec vos juridismes-là. Quand tu dis je ne peux pas gouverner avec vos juridismes-là, ça veut dire vous avez mis les textes à côté, tu vas utiliser tes pensées pour diriger la famille qui est la maison. Or, dans chaque famille, il y a des règles. Et quand le père de la famille dit je ne respecte plus des règles, donc il va taper n'importe qui, il va humilier sa femme, ou bien la femme va humilier son mari, donc il n'y a plus de règles. Or, quand il y a la maison, il y a les règles. Quand papa rentre, maman dit,
ou bien grand frère dit, papa arrive, et calmez-vous. Ça, c'est les règles de la maison. Quand papa arrive, il faut se respecter. Donc, voici ce que je voulais dire, que c'est celle que j'ai vu le Congo, je l'ai mis dans cette interprétation-là que j'ai fait comme des analyses. Et maintenant, il y a plusieurs cassures que je ne peux pas peut-être terminer aujourd'hui, qui a été produit avec les 3 grandes cassures sur notre maison qu'on appelle République démocratique du Congo. Merci. Monsieur Chemou, vous avez cité 3 gros cassures. Ouais. Et parmi ces cassures, vous avez touché à la fondation. Oui. Généralement, on dit, si la fondation a été mal bâtie, la maison va s'écrouler. Exact. Aujourd'hui, est-ce que les hommes politiques africains utilisent le tribalisme comme arme pour diviser et mieux régner, ou c'est juste par hasard au niveau des citoyens que le tribalisme s'installe? Est-ce que c'est institutionnel? C'est institutionnalisé souvent par les dirigeants qui sont là. Parce que quand il y a un dirigeant... Je vais donner un exemple. On est ici au Canada. Chez nous, la faiblesse que nous avons, nous utilisons... je peux dire ainsi. Quand quelqu'un manque les arguments, manque les projets de société. Les projets de société, ce n'est pas seulement les pays, même les territoires, chefs urbains. Et au niveau de l'urbanisme, il faut avoir la politique à mettre en place pour développer. Maintenant, quand quelqu'un manque la politique, il n'a pas de vision, comment développer l'entité qu'il est en train de contrôler, il utilise le tribalisme. Donc, il cache. Nous cachons souvent nos fainéantismes ou bien nos manques de vision à travers le tribalisme. Et c'est le nôtre. C'est notre frère. On peut pas même s'il est fainéant, même s'il ne fait rien. On le laisse juste là parce que c'est le nôtre, mais il ne fait rien. Donc, je voulais dire que c'est une arme que les politiciens utilisent, surtout les politiciens qui n'ont pas de capacité, d'expérience, à qui vont mettre devant le peuple pour que le peuple puisse aller en avant, puisse se développer. Et partout en Afrique, ce n'est pas seulement au Congo, partout en Afrique. Donc les gens, ils voient vraiment, même les personnes, je peux dire par exemple, personne peut être déjà, il est malade, il n'est plus capable de fonctionner. Je peux toucher même le Cameroun. Je peux toucher même partout. Parce que c'est le tribalisme. Tu vas écouter seulement les gens qui parlent pour Paul, mais c'est le président Paul Biya. Juste, tu vas voir seulement, c'est tribal. Hein? Mais au niveau du pays, mais on le soutient quand même, mais il est malade. Il n'est plus capable. Mais donc, il y a des choses qu'on utilise, pas seulement au Cameroun, même en Tanzanie. Les gens s'est mis debout parce qu'il est des nôtres. Donc, les gens ne regardent pas des valeurs qui vont porter les bénéfices collectifs à travers quelqu'un. Donc, nous ne regardons pas les expériences et ça nous gâte. C'est une virus, je peux dire une virus coloniale. Je peux dire ainsi. Regardez d'abord ici. Il y a la différence entre l'Afrique ici, mais je peux toucher même l'Europe ici au Canada. Au Canada, tu ne peux pas présenter ton diplôme directement. On te demande d'abord à quoi toi tu connais. L'expérience. C'est quoi tu vas offrir au pays Canada? C'est quoi ton parcours? Voilà, qu'est-ce que tu as dans tes pensées à produire ici qui va gagner quelque chose. Mais chez nous, on est vente des diplômes. Même la personne qui vante des diplômes, il n'a jamais travaillé sur ces diplômes-là. Un agronome, il n'a pas même 1 hectare de champ, mais il dit, moi je vais gérer le ministère d'Agriculture. Mais comment toi tu n'as pas rien, tu ne connais pas même comment héberger même les cochons. Mais tu dis tu vas gérer l'agriculture. Tout est théorique. Si donc, ce que je voulais dire ainsi que tout est théorique. Et quand quelqu'un, beaucoup de gens que nous avons dans mon pays et dans le gouvernement actuel, ce sont des gens qui n'ont rien à proposer pour le développement de l'Afrique et pour le développement du Congo. Ils n'ont aucune vision, aucune expérience de travail. Merci. Je regarde vous, M. Chemou. Ouais. Thomas, je me tourne vers vous. Oui. Tu viens de suivre M. Chemou. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bon, selon moi, je dirais, selon ta question qui t'a commencé avec qu'est-ce qui se passe au Congo. Bon, au Congo, il y a un grand problème, surtout la partie Est. Depuis, ça fait au moins 30 ans que la partie Est, il y a le problème de guerre, des rébellions qui ne finissent pas. Mais ça, c'est causé par la mauvaise gouvernance, je dirais. Et ce n'est pas juste au Congo, comme tu disais tantôt. Bon,
il a touché ton pays, qui est le Cameroun. Souvent, tu vas trouver que les gens, ils sont là pour soutenir le président, même s'il ne produit rien. Les gens sont là pour dire que non, il peut continuer, il peut gérer le pays, même s'il n'y a rien qui se produit. C'est ça le problème. Moi, je dirais que le problème du tribalisme chez nous, bon, en Afrique, ça prend plus de l'ampleur que la bonne gouvernance. C'est ça. Au sommet de l'État. Au sommet de l'État, surtout. Et tu vas voir quelqu'un, le président qui fait rien pour la population, mais il est toujours là, il y a une partie de la population qui le soutient toujours. Je dirais que c'est le problème là du tribalisme qui nous pose plus de problèmes chez nous. Mais est-ce que la population en elle-même n'est pas complice de ce tribalisme-là qui est préparé au sommet de l'État et renvoyé au sein de la population qui, peut-être, au lieu de réfléchir, se lance directement, puis utilise ça aussi sans toutefois réfléchir un seul instant, savoir est-ce que fait la part des choses. Est-ce que c'est pas aussi un problème de... Oui, je dirais oui et non, parce que souvent tu vas trouver la population s'élève pour faire par exemple les marches, mais il y a l'institution qui est là, ou le président qui est là, qui envoie ses généraux ou ses commandos, bon, non, aller bloquer la population. Or, on connaît que les marches ou la manifestation, c'est le droit de la population de manifester pour revendiquer leurs droits. Par exemple, en Tanzanie, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines, il y a des tueries qui s'est passées là-bas. Mais les journalistes se posent des questions aux responsables des pays. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous nous bloquez de ne pas marcher alors que c'est notre droit constitutionnellement? Mais ça pose toujours le problème. C'est ça chez nous, c'est ça l'Afrique. Oui, malheureusement, c'est par exemple le cas du Cameroun avec 2 présidents actuellement. Un qui est sûr de sa victoire après les élections présidentielles. Le président sortant qui est aussi sûr de sa victoire, qui clame sa victoire, qui a prêté serment d'ailleurs il y a quelque temps. Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions trouver une solution pour éradiquer ce genre de pratique? Bon, moi je pense que la solution c'est les leaders qui sont au pouvoir, c'est de respecter d'abord la constitution des pays et aussi d'écouter la population. Parce que ça se dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et dès que la population commence à manifester, à dire que non, on ne veut plus le président, même si tu as déjà réalisé ton 2 mandats, il faut laisser le pays aux autres dirigeants pour voir s'ils peuvent améliorer les choses pour que la vie de la population s'améliore quand même. C'est ça, M. Guy, c'est que je voulais parler un peu par rapport de ta question. Ok. M. Chemou, je reviens vers vous encore. Avant qu'on ne passe à autre chose, je voulais quand même qu'on revienne dans l'est de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Parce que avec toutes les négociations qui ont été visibles ces jours-ci, du pape, des États-Unis, à Doha et aux États-Unis, par les Américains, mais on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf si je me trompe. Mais j'aimerais savoir, vous qui êtes un homme politique venant de cette région, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est la faiblesse de l'État. Ça, c'est le premier constat que j'ai constaté, c'est la faiblesse. Nos chefs qui gouvernent aujourd'hui les pays, donc le président, il est faible. Je vais vous dire quelque chose. Dans le monde, la paix ne se négocie pas. La paix, on l'impose d'abord. Je ne peux pas négocier la paix chez moi. Si tu viens chez moi et tu commences à dire que moi je commence à négocier pour que toi tu sors dans ma maison. Non, je vais te chasser. C'est ça un leader. Et si un leader, papa dans la maison, n'est pas capable de chasser l'ennemi qui est rentré dans la maison, tous les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Notre papa est faible. C'est ça le constat. Donc, ce qui se passe à l'est du pays, c'est la faiblesse de l'État. Le chef qui est là, comme président de la République, M. Tshilombo Tshisekedi, il est faible, je l'ai dit. Il est faible. Parce que c'est lui qui était supposé de défendre le pays. Malheureusement, c'est même question de tribalisme, il a utilisé ça pour ramener
pour créer des nébuleuses au pays, à l'est du pays. Ça veut dire les Ouazalendo, tout ça, c'est tout un nébuleuse. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'un dirigeant, un leader, il va regarder de loin avant de prendre une décision. Et les conséquences de la décision. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui se passe à l'est du pays, si on peut toucher un peu sur les Ouazalendo ou quelque chose, dans les Ouazalendo, là, les gens oublient de citer, il y a 3 grandes prisons de l'Est qui a été saccagées et tous les prisonniers sont sortis. Il y a quelqu'un qui était mort, oui, il y a les prisons de Mouzens, de Goma. Parmi ces gens-là qui sont sortis, ils sont devenus des Ouazalendo. Il y a les prisons de Bukavu. Grande prison aussi. Les gens qui sont sortis, ils sont devenus des Ouazalendo. Il y a les prisons d'Ouvira, grande prison aussi. Quand la guerre, quand l'exode a commencé, ils ont détruit la prison et tout le monde est sorti. Et tout le monde est devenu maintenant Mouzalendo. Ça, c'est une partie. Et maintenant, qui a causé celle-là? C'est le chef. Parce que si le chef avait négocié depuis le Nord, quand ils étaient encore à Bunagana, s'il avait négocié par le M23, AFC M23, on n'arrivera pas à ça. On n'arrivera pas à ça. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que dans le Ouazalendo, c'est vrai, il y avait des condamnés. Il y a d'autres qui étaient des innocents. Et dans les Ouazalendo aussi, il y a les gens qui se battent pour défendre la cause, la vraie cause. Ça veut dire défendre la terre. C'est vrai, il y en a. Mais aussi, en majorité, il y a aussi les gens que je peux dire qui refusent de retourner au Rwanda. Les enfants des gens de 94 là. Il y en a, on ne peut pas les nier. Vous avez dit il y a des gens qui refusent de retourner au Rwanda. Oui. Est-ce que c'est des Rwandais ou bien c'est des... Non, ce sont des Rwandais. Ok. Mais ils refusent de retourner. Ce sont des Rwandais. Ils refusent de retourner sur peur d'être exécutés ou d'être fait mal par le président en place ou bien le gouvernement en place au Rwanda. Donc, tous ces gens-là, ce sont là-dedans. C'est tout un nébuleuse qui nous fait maintenant mal. Maintenant, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Je vais terminer avec quelque chose, je peux dire, il faut se mettre ensemble. Il faut parler. Pourquoi? Il faut parler. La guerre ne peut pas finir. Parce que la guerre là, la situation à l'Est, il est dans un coin là où c'est très très difficile que le gouvernement central gagne cette guerre-là. Tu vois là, la torre Est de Kisangani, l'ancien Kisangani jusqu'au Katanga, là, c'est le poumon du monde. C'est un poumon du monde. C'est là où tout le monde regarde. Il y a plusieurs minéraux. Okay. Il y a plusieurs minéraux extraordinaires. Et qui est en train de fabriquer les téléphones que nous avons. Il y a plusieurs. C'est l'œil du monde qui est là. Même les Nations Unies sont œil là. Donc, pour que ces guerres-là puissent terminer, c'est accepter de se mettre ensemble. Pour que toutes les tribus puissent se mettre ensemble, qu'ils puissent parler, les vrais. Et puis on va voir comment ceux qui sont des étrangers vont retourner chez eux. Mais si on ne se met pas ensemble, et que le père de la famille et de la maison, son orgueil ne voulait pas parler avec un enfant ou bien ses enfants qui sont peut-être contre lui, je te dis, même le père, il va être surpris un jour, on va mettre le cadenas, on lui dit, toi aussi tu n'es plus de cette maison, allez ailleurs. Sans parler, on ne peut pas gagner cette guerre-là. Ça j'ai dit parce que la guerre, c'est économique. La guerre-là, c'est autofinance même. Parce qu'il y a beaucoup de minéraux, de l'or qui sont là. Et à Kinshasa, là-bas, il n'y a rien. Des minéraux qui sont là. Il n'y a rien. Je vais te donner un exemple. Je termine avec ça. Toutes les guerres du Congo, de la RDC, oui, ça commence toujours par Est. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas trouver l'argent pour acheter des armes. Tu ne peux pas aller commencer la guerre au Bandundu ou bien à l'Équateur. Oui, il y a des richesses, mais ce sont des richesses de longues années. Donc ici à l'Est, ce sont des richesses rapides. Dans des semaines, tu vas trouver quelques tonnes de l'or, tu vends, tu as de l'argent, tu achètes des minéraux, tu achètes toutes choses. Donc, voici. Donc ça veut dire l'Est du Congo, si on le pense ainsi, est victime de la richesse de son sous-sol. Je ne peux pas dire victime. Moi, je refuse d'aller dans quelqu'un victime de... Nous ne sommes pas des victimes. Non. Nous sommes des incapables de se prendre en charge. Parce qu'il faut arrêter de se victimiser tout le temps, de dire à cause de ça, c'est pour cela, mais à cause de ça, encadre ton terrain.
Prenez-toi en charge de garder ton terre, impose-toi. Il a des minéraux en Russie, non? En Russie. Il a des minéraux, plus de minéraux. Il a aussi des minéraux ici au Canada. Il a des minéraux au Canada aussi. Il a des minéraux. Mais pourquoi il s'impose? Tu ne peux pas les mettre. Parce qu'il y a l'État. Il y a le gouvernement, les chefs qui s'imposent et l'armée qui est là pour vous mettre à genoux. Thomas, à suivre M. Chemou, Oui. on dirait que il manque au président actuel ou au père de la famille, comme il a dit, cet élan de rassemblement. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ben, je dirais oui. Ben, et non, bon, d'abord, je vais toucher sur le point de qu'est-ce qui se passe à l'Est. Hein? C'est là ta question. C'est vrai, à l'Est, le problème qui est là, c'est le problème qui l'a touché, le problème économique. La guerre qui est là, c'est la guerre économique, parce qu'il y a beaucoup de minéraux, c'est vrai. Et ce n'est pas juste les Congolais qui ont besoin de ces minéraux, même les pays voisins, les pays des Grands Lacs, ils ont besoin de profiter si les minéraux là. Aujourd'hui, il y a des chicanes entre le président congolais, M. Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, en disant que c'est le Rwanda qui finance l'M23 pour qu'il continue à piller l'or qui est à l'est du pays. Et c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Bon, si tu regardes toutes les guerres qui sont au Congo, à l'est du pays, ça vient toujours de l'est. Pourquoi? C'est là où il y a les minéraux, les coltans, l'or, les diamants, et ça profite aux groupes rebelles là, aux chefs de guerre qui sont de ces partis-là. Moi, je dirais oui, le problème c'est ce manque aussi de vision des leaders et surtout la sécurité. On n'a pas de structures sécuritaires qui nous aident à protéger tous les biens qui sont au Congo. C'est ce qui nous pose la guerre. Sinon, si on allait avoir vraiment les militaires qui sont bien cadrés, bien formés, ben, le problème de la partie, c'est ça allait finir. Bon, à part ça, il y a un autre problème qui se cache derrière les minéraux, le problème de balkanisation. Et le problème de balkanisation, ça se dit souvent, mais ça aussi, c'est un peu difficile la balkanisation parce que les Congolais même ne sont pas d'accord. Les 400 tribus là, les 450 tribus ne sont pas d'accord de la balkanisation parce que pourquoi les Congolais ne sont pas d'accord? Parce que les pays qui ont eu des divisions en Afrique, si tu regardes par exemple le Soudan, on pensait qu'on allait avoir la paix au Soudan, mais ça s'entretient, même jusqu'aujourd'hui ça s'entretient. Et le problème du Soudan aussi, c'est comme le problème du Congo. Partout là où il y a le bien, il y a le pétrole, l'or, c'est là où tu vas trouver toujours en Afrique qu'il y a la guerre. C'est le problème économique qui pose souvent le problème. Donc si je comprends bien, au Congo, il y a une partie qui ont des idées sécessionnistes. Oui, c'est ça? Oui. Et il y a cette partie. C'est quoi le problème? Parce que pour ceux qui ne sont pas du Congo, ils voient que globalement, ça ne va pas, c'est politique, mais ils ne voient pas forcément la sécession. Donc, à vous écouter, c'est possible qu'il y ait un groupuscule qui sont pour la sécession. Oui, il y en a, ça se cache, bon, ça se dit pas souvent ouvertement, mais il y a le projet là de balkanisation, mais la majorité des Congolais vraiment n'est pas d'accord avec ce projet-là. Merci beaucoup Thomas. Puis, pour terminer sur le cas Congo, M. Chemou, pour terminer, les peuples congolais ont besoin de la paix. Comment cette paix viendra-t-elle? À travers la guerre, à travers les négociations, je veux dire à travers la négociation politique entre les hommes, ou à travers la vraie justice congolaise, selon vous? Je vais être un peu, peut-être, je vais essayer de manifester ma position. Hein. Comme j'avais dit au début, que la paix s'impose. Moi, je suis pour la guerre. Moi, je suis pour la guerre. Si l'État dit qu'on va faire la guerre pour imposer la paix, c'est correct. Parce que je voulais d'abord pour protéger la population. D'abord, c'est correct. J'impose la paix et puis je mets en place la justice pour suivre maintenant les crimes commis, toute catastrophe qui a été causée par cette guerre-là. Il faut juger les gens. Et maintenant, si nous ne sommes pas forts
au niveau de l'armée, comme il vient de décrire que l'armée est faible, et c'est vrai, c'est faible. Qui a affaibli l'armée? C'est les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. Parce que d'abord, notre armée, nous avons une armée extraordinaire, qui a été bien formée, bien cotée, dans de grandes écoles militaires. Ça je suis très, très informé à ce point-là. Ouais. Malheureusement, quand les discours ont commencé à sortir que l'armée est infiltrée, oh, l'armée c'est un corps. Quand tu commences à le dire, entre vous, il y a des infiltrés, directement, ils vont commencer à s'inquiéter. C'est la deuxième fissure là que j'avais dit, l'unité. Si, deuxième fissure de la maison, si l'unité est cassée entre la population, c'est finito. Comme on dit, c'est finito. Donc l'armée, il s'en doute d'imposer la paix. Parce qu'il ne savait pas à qui va partir avec pour aller imposer la paix dans tel coin. Parce que chef a déjà dit qu'il y a des infiltrés. Des gens qui ont infiltré le corps armé. Maintenant, pour que le peuple congolais puisse avoir la paix, la seule solution, c'est de taire les armes et aller au dialogue inclusif. Parce que sinon, on ne peut pas rester longtemps avec des histoires comme ça. À l'est du pays, c'est notre gouvernement qui s'installe. Ça, je le vois déjà. Parce qu'on commence à nommer les chefs de département au niveau du Goma. Mais c'est nouveau qui s'installe. Ils gèrent des aéroports. Ils sont avec des aéroports là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez très bien. Donc, moi, de mon côté, si là-bas, si les gens de M23, AFC M23 ne s'imposent pas pour aller totalement libérer le pays, il faut qu'ils s'imposent. S'ils ne s'imposent pas, il faut qu'ils dialoguent. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils déposent les armes. Mais même du côté du gouvernement, il faut qu'ils déposent les armes, qu'ils s'en aillent au dialogue. Et parler ensemble pour essayer de faire une chose que je vais terminer avec, de sauver les vies humaines. Parce que nous perdons beaucoup les nôtres. Vous savez, les gens, les garçons qui sont en train de mourir chez nous, au Congo, là, après la guerre que nous avons, après cette situation chaotique que nous sommes ensemble, il y aura un problème demain, d'après-demain, de filles de trouver les garçons à se marier avec. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui meurent pour rien. On va voir plein de filles, et puis on va se retrouver avec un autre querelle qui va venir, le querelle de polygamie. Il viendra. Parce qu'il n'y aura pas de filles, il n'y aura pas de jeunes. Les jeunes meurent chaque jour. Et dans la guerre. Dans la guerre. Au niveau du gouvernement, au niveau du gouvernement, même au niveau de la rébellion, il y a les gens qui meurent. Et c'est ces gens-là qui étaient supposés de produire notre population, de faire grandir, pour que nous puissions occuper nos espaces du Congo. Mais ils sont en train de mourir à cause de notre égoïsme inutile, de ne pas se soumettre, de dire, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Comme il a fait Joseph Kabila Kabange, en 2002-2003, il a dit, on va se mettre ensemble. Qui s'assoit quoi? Qui s'assoit, c'est moi le chef, on va se mettre pour essayer d'éviter un peu le minimum, de diminuer le minimum de pertes de vies humaines. C'est ça un cœur, c'est ça avoir un cœur de parler. Comme à Ukraine, il était président ukrainien, il était tellement très orgueilleux, je vais le dire, de ne pas parler avec la Russie, de ne pas parler, mais finalement on l'a dit, les gens meurent. Ce qu'on a montré, les Européens ont montré, les gens meurent. J'ai terminé ce journaliste, les gens meurent. Tu perds beaucoup de soldats. Ce sont des gens qui vont travailler demain. Ce sont des gens qui vont produire l'Ukraine demain, de faire épargner l'Ukraine. Il a accepté. Il a dit, ok, maintenant je vais parler. Donc, c'est ça énorme. Il faut accepter de sauver les vies humaines. Thomas, oui. À suivre M. Chemou, l'idée serait qu'on se mette tous ensemble pour taire les armes et ramener tout le monde sur la table de négociation pour qu'une paix véritable revienne globalement au Congo et principalement dans l'est du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirais oui. Ce qui peut apporter la paix en RDC, c'est le dialogue intercongolais et avoir la bonne justice et surtout avoir l'armée qui va sécuriser le pays. Okay. Parce que le problème du Congo, souvent, ça vient dehors.
Comme on disait tantôt, parce que c'est le parti Est, c'est toujours là où la guerre commence. AFDL, RCD, M23, AFC, ça vient toujours de là. Et quand tu dis la guerre, ça vient de dehors, c'est comme pour dire que c'est des puissances étrangères ou des pays voisins qui instrumentalisent ce qui se passe au Congo, ou c'est des Congolais eux-mêmes qui vont chercher de l'extérieur pour venir. Monsieur Guy, on a dit, je pense à l'introduction de l'émission, on a dit que la guerre qui est au pays, c'est la guerre économique. Okay. Les Congolais même, ils n'ont pas de problème. Okay. Les Congolais même, ils n'ont pas de problème. Bon, moi, je suis Congolais, j'ai grandi là-bas. J'ai étudié avec les Tutsis. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est maintenant, là, il y a non, c'est les Tutsis, c'est des Bembé, c'est des Chi. Mais ça vient maintenant. Mais le grand problème de cette guerre, c'est la guerre économique. Okay. Ouais. Donc, globalement, on va demander au peuple congolais de s'unir ensemble autour du père actuel, comme vous avez dit, ou bien d'un représentant de quelqu'un qui va savoir porter la voix du peuple, pour qu'ensemble, autour d'une table, on trouve une solution pour éviter la perte des vies humaines. C'est ça, M. Chou? Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, il y a une initiative qui a été faite par nos pèlerins catholiques, avec l'ECC, l'Église du Christ au Congo, avec d'autres églises mosaïques, là, des églises ils ont constitué leur comité. Et puis, ils ont terminé le travail en disant maintenant, c'est le moment d'aller au dialogue. Donc, si on peut se soumettre nous tous, qu'on puisse baisser nos esprits, qu'on puisse écouter nos pèlerins, nos pasteurs, les hommes qui sont là, qui disent ok, nous on va organiser le dialogue intercongolais nous-mêmes au pays, parce que c'est nous qui connaissons les problèmes. Okay? Nos voisins peuvent venir nous aider, nous écouter, encadrer un peu les textes, ou bien nous écouter, encadrer un peu le langage. Mais il faut qu'on se parle. C'est nous qui connaissons les problèmes. C'est nous-mêmes. Okay? Par exemple, moi, je ne peux pas aller résoudre les problèmes de Burkina Faso. Je peux écouter, j'ai quelques informations. Je peux essayer de conseiller. Mais c'est eux, les Burkinabés, qui connaissent. Je dis les pays burkinabés. C'est un exemple, parce qu'on parle de l'Afrique. Donc, il faut d'abord qu'on se parle, nous. Qu'on s'assied et qu'on se dise la vérité. En disant, ici, tu as péché, toi, tu as péché, tu as fait ça, qu'on se pardonne. Là, l'unité rentre, retourne, et on va développer notre pays. Et là, maintenant, on finance beaucoup l'armée. Je vous dis, messieurs journalistes, complet pas, qu'on accepte ou pas, les pays, c'est les intérêts. Nous avons 9 voisins. OK? Nous avons 9 voisins. Et chaque voisin dit, moi aussi, je peux vivre avec ça. On regarde seulement le Rwanda. Par exemple, aujourd'hui, c'est le Rwanda. Je peux te dire qu'il y a des minéraux que les Zambie est en train de piller côté Puerto, au sud, côté du Katanga, là, la Zambie. Nous avons une colonne qu'on appelle le Copper Belt. On appelle ça en anglais Copper Belt. On appelle ligne de cuivre. OK? Ils nous prennent notre cuivre de la Zambie. Est-ce qu'on le parle? On ne parle pas. L'Angola, il est en train de pomper notre pétrole. Au sud là-bas. Au sud. Notre qui fait le pétrole, il est en train de pomper notre pétrole. Donc, si on s'est mis ensemble, on va défendre nos minéraux. Si on s'est mis ensemble, on finance l'armée. Si le pays n'a pas d'armée, je vous dis, on va venir, on va faire n'importe quoi. Oui, il faut avoir une bonne armée pour défendre le pays. Si on n'a pas ça, on va nous faire n'importe quoi, mais c'est le journaliste. Donc, il faut avoir aussi... Vous savez, dans une famille, chez nous, je vais terminer avec cet exemple. Chez nous, à Ouvira, dans ma famille, là, il y avait un grand frère il était karatéka. Mais beaucoup de gens nous respectaient à cause de lui, parce que lui, il a fait le karaté. Malheureusement, paix à son âme, il n'est plus là. OK? Mais chez nous, nous respectaient. On nous respectait. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas aller là-bas pour aller amener le désordre, mais c'est les karatékas là qui vont vous faire mal. Donc, il faut avoir une armée qui s'impose pour stabiliser la région. Sinon, on va pleurer longtemps. Et en plus, le Congo, c'est le pays continent. C'est le pays continent. On a besoin d'une bonne armée pour sécuriser les intérêts de la patrie. Relax.